KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 23 mai 2025. À mes côtés, 4 associés de KPMG, Sylvie Miette, Marie-Christine Ferron-Jolis, Isabelle Lost et Arnaud Bourdeil. Au sommaire de cette émission, la simplification du cadre réglementaire bancaire. Un enjeu qui revient en force dans le débat prudentiel européen, avec 2 interventions récentes de la Banque centrale européenne qui dessinent les contours d'une nouvelle approche stratégique en la matière. Et une interview spéciale consacrée au décryptage des résultats de l'édition 2025 de notre étude Pulse of Banking de KPMG, publiée hier. Cette analyse des premiers états de durabilité des 20 principales banques européennes vous sera donc présentée par les 3 associés de KPMG que je viens de citer, qui ont minutieusement examiné ces publications et qui partageront à notre micro leurs éclairages et leurs points de vue. Mais on démarre tout de suite par le tour de l'actualité bancaire avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Alors que le secteur bancaire fait face à un environnement de plus en plus incertain, entre tensions géopolitiques, bouleversements technologiques, enjeux significatifs de durabilité et exigences prudentielles renforcées, la simplification réglementaire semble s'imposer à nouveau comme un sujet majeur. Le 29 avril dernier, à l'occasion de la conférence annuelle sur la supervision bancaire à Francfort, Sharon Donnery, membre du conseil de supervision de la BCE, a lancé un appel pour un allègement intelligent du cadre réglementaire sans pour autant renoncer aux principes fondamentaux de stabilité. Arnaud, quels sont les points saillants de cette intervention et pourquoi ce thème revient-il aujourd'hui avec autant de vigueur ? Ce discours marque un tournant car il répond à une aspiration profonde du secteur, disposer d'un cadre réglementaire plus clair, plus stable, tout en préservant sa robustesse. Sharon Donnery défend une idée aussi simple qu'essentielle. Face à la complexité intrinsèque du système bancaire, la régulation doit être suffisamment sophistiquée pour rester efficace, mais jamais au point de devenir incompréhensible. Elle invoque d'ailleurs cette célèbre maxime attribuée à Einstein qui est « Everything should be made as simple as possible, but not simpler ». En d'autres termes, oui à la simplification, mais jamais au détriment de la solidité du cadre prudentiel. Et où se trouve la cause principale de cette complexité croissante qui semble être pointée du doigt selon cette membre du conseil de supervision de la BCE ? Sharon Donnery ne remet pas en question l'architecture fondamentale du cadre actuel, qui repose sur plusieurs strates, à savoir les exigences de fonds propres et de liquidité, le ratio de levier, les limites des grands risques, les mécanismes de résolution, etc. Elle souligne plutôt que l'excès de complexité découle souvent de la stratification progressive des textes, des ajustements successifs, des demandes spécifiques venues des parties prenantes elles-mêmes, y compris parfois les établissements bancaires. Elle va même plus loin en expliquant que certaines demandes du secteur bancaire ont pu parfois alimenter cette complexité, en invoquant des spécificités locales, des demandes d'exemption ou de calibrage personnalisé, le tout au nom d'une meilleure sensibilité au risque. Donc si je vous suis bien Arnaud, la BCE dit aux banques « Si vous aspirez à la simplification, alors adoptez une démarche véritablement collective ». Oui, tout à fait. Sharon Donnery évoque une responsabilité partagée. Pour que la simplification devienne réalité, les banques doivent également reconsidérer leurs propres pratiques, restreindre le recours au modèle interne, éviter de multiplier les structures complexes ou les demandes d'interprétation particulières. Elle cite d'ailleurs explicitement l'exemple des modèles internes qui mobilisent beaucoup de ressources pour des bénéfices parfois marginaux. La BCE a-t-elle déjà engagé des actions concrètes pour simplifier la supervision ou s'agit-il encore d'un objectif à construire ? Alors, des actions sont en cours depuis plusieurs années déjà. Sharon Donnery souligne qu'un groupe de simplification a été constitué dès 2018 au sein du mécanisme supervision unique. Ce groupe a d'ailleurs déjà obtenu des résultats tangibles. Délégation de certaines décisions quotidiennes de supervision, réforme du processus SREP et amélioration des interactions avec les établissements bancaires via le portail IMAS. La BCE démontre ainsi que la simplification peut se matérialiser par des mesures opérationnelles concrètes sans compromettre la rigueur de la surveillance prudentielle. Une dynamique de simplification est donc bien engagée à différents niveaux.
Tout à fait. Parallèlement aux initiatives menées depuis 2018, la BCE a récemment créé un groupe de travail de haut niveau dédié à la simplification réglementaire. Ce groupe, placé sous l'autorité du vice-président de la BCE, réunit les gouverneurs des banques centrales de Finlande, de France, d'Allemagne et d'Italie. Sa mission est d'élaborer une vision stratégique à long terme pour rationaliser le cadre réglementaire européen en tenant compte des enjeux de compétitivité, d'intégration des marchés et de stabilité financière. C'est un signal fort. La simplification n'est plus une initiative ponctuelle, mais devient ainsi une orientation structurante pour l'institution tout entière. Et justement, sur le plan institutionnel, quelles sont les conditions pour qu'une démarche de simplification soit jugée recevable? Sur ce point, la position de Sharon Donnery est très claire. Pour qu'une initiative de simplification soit crédible, elle doit remplir 3 conditions. Elle doit réellement simplifier la règle en améliorant sa lisibilité et en allégeant les coûts de mise en œuvre. Elle doit renforcer et non affaiblir la résilience du système financier dans son ensemble. Et enfin, elle doit favoriser l'intégration du marché unique européen en réduisant les disparités entre réglementations nationales. Si ces 3 conditions sont remplies, alors la simplification est bénéfique. Dans le cas contraire, elle représenterait une régression dangereuse. Alors, dans son allocution, la BCE, par la voix de Sharon Donnery, aborde également la question de la proportionnalité, un concept dont on entend parler de plus en plus souvent. Effectivement, elle rappelle que depuis 2019, le règlement CRR reconnaît le statut d'établissement petit et non complexe, permettant d'alléger certaines obligations pour ces établissements. Mais elle souligne que cela ne va pas encore assez loin, car de nombreuses banques de petite taille restent soumises à des obligations conçues à l'origine pour des acteurs systémiques. Elle plaide donc pour un renforcement de la proportionnalité en adaptant réellement les exigences à la taille, à la complexité et au profil de risque de chaque établissement. Et au-delà des règles elles-mêmes, Sharon Donnery évoque, je crois aussi, le rôle des instances dirigeantes des banques. Oui, absolument. Elle insiste fortement sur la responsabilité des conseils d'administration dans la gouvernance des risques et la résilience stratégique des établissements. Pour elle, la robustesse d'une banque ne repose pas uniquement sur des exigences prudentielles, mais aussi sur la capacité de ses dirigeants à exercer un jugement éclairé, à analyser les scénarios macro-financiers et à anticiper les chocs. Elle rappelle que le pilotage stratégique en période d'incertitude exige à la fois des compétences techniques solides et un comportement adapté. Capacité d'écoute, ouverture à la contradiction, culture de la responsabilité. Ce n'est donc pas uniquement une question de conformité, mais aussi de leadership responsable dans un environnement devenu structurellement plus volatile. Autre sujet abordé dans ce discours, la stabilité des règles dans la durée. La BCE reconnaît en effet que les règles évoluent fréquemment sous diverses influences. Les textes font l'objet de révisions régulières, les méthodologies se transforment et les doctrines prudentielles s'affinent constamment. Elle appelle donc à une stabilisation du corpus réglementaire pour permettre aux établissements bancaires d'élaborer des stratégies durables sans devoir s'adapter à un environnement réglementaire en constante évolution. Elle préconise une coordination renforcée entre superviseurs, régulateurs et acteurs du secteur. On perçoit donc très nettement qu'avec cette intervention du 29 avril à Francfort, Sharon Donnery pose les jalons d'un débat fondamental sur la simplification réglementaire en Europe. Et si je vous ai bien suivi, il s'agit, en filigrane Arnaud, d'arbitrer entre deux voies, réduire la complexité sans compromettre la solidité du système ou succomber à la tentation du moins-disant prudentiel. Alors, Sharon Donnery n'est pas la seule à porter cette réflexion, car quelques jours plus tôt, le 25 avril dernier, c'est Claudia Bourg, présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, qui s'exprimait à Washington dans un contexte très différent qui est celui du FMI et de la Banque mondiale, mais avec des préoccupations très convergentes. Arnaud, ces deux prises de parole, à quelques jours d'intervalle, doivent être analysées dans leur ensemble. Alors en quoi l'intervention de Claudia Bourg complète-t-elle le discours de Francfort ? Vous avez raison, les deux discours sont complémentaires. Sharon Donnery met l'accent sur la nécessité d'harmoniser et stabiliser le cadre réglementaire européen. Claudia Bourg, elle, élargit la perspective à l'échelle mondiale avec un message tout aussi clair. La stabilité financière constitue un bien public global qui présuppose des standards communs et une coopération internationale forte et vigoureuse. Elles défendent toutes les deux la même ligne de fond. Non à une déréglementation opportuniste, oui à une régulation exigeante, proportionnée mais intelligible, et surtout
refus catégorique d'un retour à une logique de fragmentation, que ce soit entre États membres ou entre juridictions mondiales. Donc 2 discours, 2 contextes, mais un même signal d'alerte. Exactement. L'un part de la supervision européenne, l'autre de la régulation mondiale, mais tous les deux rappellent les enseignements de la crise financière de 2008 et rejettent le raccourci selon lequel compétitivité rimerait nécessairement avec assouplissement réglementaire. Sharon Donnery s'inquiète de la dispersion des règles en Europe. Claudia Bourg dénonce les appels à des ajustements nationaux. Toutes les deux soulignent que cette instabilité du cadre nuit à la planification stratégique des banques, fragilise la confiance des marchés et, in fine, augmente les risques systémiques. Et son analyse sur l'interconnexion du système bancaire mondial est assez frappante. C'est effectivement un point névralgique. Claudia Bourg rappelle que les banques ne sont pas des acteurs isolés. Elles opèrent au sein d'un réseau mondial où les engagements transfrontaliers représentent près de 40% du PIB mondial. Pour elle, la banque est un rouage invisible mais vital du commerce international, comparable au transport maritime. Elle développe d'ailleurs cette analogie assez saisissante en expliquant que comme les navires se conforment à des conventions internationales pour naviguer en toute sécurité, les banques ont besoin de règles communes pour fonctionner normalement. Elle insiste aussi sur le fait que ces règles ont déjà prouvé leur utilité. Absolument. Elle revient sur l'apport déterminant des réformes post-crise, notamment les accords de Bâle, qui ont permis de construire un socle de stabilité à l'échelle mondiale. Ce cadre a traversé la pandémie de Covid-19, les taux d'intérêt négatifs et même les turbulences de 2023 sans effondrement du système. Elle met en garde contre les appels à l'assouplissement qui ressurgissent dans certains pays au nom de la compétitivité. Selon elle, c'est exactement ce raisonnement qui avait conduit aux dérives avant 2008, avec les conséquences dévastatrices que l'on connaît. Elle répond aussi aux critiques sur la complexité de la réglementation actuelle. Oui, avec beaucoup de clarté. Elle explique que la complexité du cadre prudentiel reflète celle des banques elles-mêmes. Une banque active dans plusieurs juridictions, recourant à des modèles internes et opérant sur des produits complexes, ne peut pas objectivement être encadrée par des règles trop simplistes. Et elle revient, Arnaud, sur les risques d'une fragmentation réglementaire. Oui, c'est même l'un des messages les plus forts de son discours. Elle démontre que si les règles deviennent trop différentes d'un pays à l'autre, on crée un terrain propice à l'arbitrage réglementaire, à la perte de confiance des investisseurs et donc à une hausse du coût du capital pour les banques. Elle exhorte donc à maintenir des standards globaux, notamment ceux portés par le comité de Bâle et le Conseil de stabilité financière, et à ne pas céder aux pressions court-termistes. Un message qui rejoint finalement celui de Sharon Donnery sur l'importance de la stabilité du cadre prudentiel. Tout à fait. Claudia Bourg conclut avec une métaphore maritime particulièrement évocatrice. Elle affirme que la meilleure protection contre les accidents en mer est d'avoir suffisamment d'eau sous la quille et de ne pas naviguer trop près du vent. Une image puissante qui nous rappelle combien il est préférable de naviguer avec prudence et de conserver des marges de manœuvre plutôt que de poursuivre des gains de compétitivité immédiats au détriment de la résilience à long terme. Merci Arnaud pour ce tour d'horizon de l'actualité bancaire. Je vous retrouve dans un instant avec nos 3 invités pour notre interview. KPMG vient de publier l'édition 2025 de son étude annuelle sur le secteur bancaire européen, intitulée Pulse of Banking, qui analyse cette année les premiers états de durabilité de 20 banques européennes. Pour en parler au micro, les 3 associés qui ont piloté cette étude, à savoir Marie-Christine Ferron-Jolis, en charge de l'audit ESG dans le secteur banque, Isabelle Lost, en charge de la Core Team Audit ESG, et Sylvie Miette, responsable de l'activité Consulting ESG pour le secteur banque. Bonjour mesdames, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à tous, ravi de participer à cette émission. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. L'étude publiée aujourd'hui porte sur 20 grandes banques européennes, sélectionnées au regard de leur diversité géographique et leur importance dans le paysage financier. Fait notable, 8 d'entre elles ont choisi de publier volontairement leur rapport avant même la transposition de la directive CSRD dans leur droit national, notamment en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Un chiffre de votre étude illustre parfaitement l'ampleur de ce nouvel exercice. Les états de durabilité sont passés d'une moyenne de 139 pages sous le régime NFRD à 203 pages avec la CSRD. Et si on exclut les éléments relatifs à la taxonomie verte européenne, le volume consacré spécifiquement aux thématiques environnementales, sociales et de gouvernance a pratiquement doublé, ce qui est considérable. Avant d'entrer dans le détail de l'étude, ma première question porte sur son titre. CSRD,
d'un référentiel de transparence vers un outil de gestion des impacts, risques et opportunités ESG. Si on commence par vous, Sylvie Miette, quel message souhaitez-vous transmettre avec ce titre ? Pour moi, ce titre reflète la transformation fondamentale qu'introduit la CSRD. Nous ne sommes plus dans un simple exercice de transparence, mais face à un véritable enjeu d'intégration de l'ESG dans la stratégie, dans tous les métiers et fonctions de la banque. Pour la première fois, cette directive impose une double analyse croisée. D'une part, ce qu'on appelle la matérialité d'impact, à savoir l'influence des banques sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et d'autre part, la matérialité financière, c'est-à-dire comment ces enjeux ESG affectent la performance économique des établissements. Cette approche à 360 degrés marque un tournant majeur dans la régulation financière européenne. Et maintenant, je me tourne vers vous, Marie-Christine Ferron-Jolis. Oui, alors j'ajouterais que l'exercice demandé est bien plus ambitieux que dans le précédent cadre réglementaire qui était la NFRD. Comme vous le savez, donc les ESRS exigent une information à la fois plus dense et plus ciblée. Alors, plus ciblée parce qu'elle se concentre uniquement sur les impacts, risques et opportunités qui sont jugés significatifs. Et puis, plus dense parce qu'on demande aux banques non seulement de décrire leur situation actuelle, mais aussi de se projeter dans l'avenir en publiant des plans d'action, des trajectoires, ce qui renforce, à notre avis, la dimension stratégique du reporting. Et de votre côté, Isabelle Lost ? Ce qui nous a particulièrement frappé toutes les trois, je dirais l'engagement sans précédent des instances dirigeantes des banques. La CSRD n'est pas perçue comme une simple obligation réglementaire à satisfaire, mais bien comme un levier de transformation. Cependant, cette transparence s'accompagne d'une complexité technique évidente. Les informations restent difficiles à comparer d'une banque à l'autre et elles s'appuient souvent sur des estimations et leur intelligibilité demeure un défi majeur pour l'ensemble des parties prenantes. Merci mesdames pour cette entrée en matière. Alors, votre étude fait état d'une certification sans réserve des rapports, tout en évoquant de nombreuses observations émises par ces mêmes auditeurs. Comment interpréter ce paradoxe apparent, Marie-Christine ? Alors, c'est effectivement un point important, Kenza, parce que tous les rapports de notre panel ont été certifiés en effet sans réserve, ce qui atteste formellement de leur conformité réglementaire. Alors toutefois, la moitié d'entre eux s'accompagnent d'observations sur 3 aspects principaux. Le premier, c'est l'application de la double matérialité. C'est tout à fait normal puisque c'était le premier exercice. Le deuxième, c'est le calcul des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement ce qu'on appelle pour les initiés la catégorie 15 du scope 3, qui concerne en réalité les émissions financées. Et puis, dernier point, l'application de la taxonomie verte européenne. Ces observations, bien entendu, ne remettent pas en cause la conformité globale, mais elles signalent toutefois les zones où la méthodologie n'est pas encore fixée. Alors, il s'agit essentiellement de limites techniques, d'options méthodologiques qui sont sujettes à discussion ou encore de données qui sont encore partielles. Alors, si on s'arrête un instant sur les banques françaises que nous avons analysées, on constate qu'elles ont toutes fait l'objet d'observations. Ça signifie que les réviseurs ont identifié des aspects à développer ou à clarifier dans le futur, dans une dynamique de progrès continu, je dirais, face aux exigences de cette directive CSRD. Alors, qu'est-ce qu'on note dans les rapports français ? Eh bien, des observations sur le volet nature, biodiversité, ou encore sur certains critères d'exclusion dans le calcul notamment des émissions financées. Nous sommes donc clairement dans une phase d'apprentissage collectif. Entrons maintenant dans le cœur de votre analyse avec la pierre angulaire de la CSRD, à savoir la double matérialité. Comment les banques se sont-elles appropriées ce nouveau concept ? Bien, dans un premier temps, je dirais d'abord qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que les banques, elles se sont appropriées ce concept de double matérialité. Elles ont correctement utilisé cet outil pour hiérarchiser les enjeux. Alors, notre étude, elle révèle un peu sans surprise un consensus sectoriel sur 4 thématiques qui ont été jugées de façon unanime significatives pour les banques. Le changement climatique, la norme E1, les effectifs propres, la norme S1, les consommateurs finaux, la norme S4, et puis la conduite des affaires avec la norme G1. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces 4 piliers structurent l'ensemble des publications. Alors, à côté de ce consensus, on a certains sujets qui font l'objet d'approches divergentes selon les établissements, et notamment la biodiversité qui n'a pas été considérée comme significative par la majorité des banques françaises et espagnoles, alors qu'elle l'est davantage pour les banques d'Europe du Nord. Alors, on a des divergences similaires qui apparaissent sur les ressources naturelles, les travailleurs de la chaîne de valeur ou encore l'impact sur les communautés locales.
Et Marie-Christine, comment expliquer cette hétérogénéité finalement dans l'appréciation des enjeux significatifs? Alors, je dirais que sur un thème comme la biodiversité, à notre avis, c'est une question de manque de maturité, manque d'outils de mesure, manque de méthodologie et aussi manque de données. En revanche, sur d'autres thèmes, eh bien, on peut dire que certaines banques sont en avance ou ont au moins enrichi le cadre réglementaire en ajoutant des thématiques complémentaires, comme par exemple la cybersécurité, qui est considérée comme significative par la moitié des banques de notre panel. Je souhaiterais maintenant qu'on aborde un sujet particulièrement sensible avec vous, Isabelle, les émissions de gaz à effet de serre. Dans votre étude, il est précisé que 65% des banques ont complété l'ensemble des scopes 1, 2 et 3 dans le tableau réglementaire, y compris la fameuse catégorie 3.15 des émissions financées. Mais qu'en est-il des 35% restants et pourquoi une telle différence de traitement? Effectivement, un peu plus d'un tiers des banques n'a pas renseigné ce tableau requis par la réglementation, ce qui pose véritablement problème puisqu'il constitue le cœur des indicateurs climatiques du reporting CSRD. Certaines n'ont pas communiqué leurs émissions opérationnelles, c'est-à-dire celles relatives au fonctionnement de la banque, parce qu'elles considèrent que ces émissions sont non significatives au regard des émissions financées. C'est vrai, mais c'est vrai en pourcentage. Les montants restent néanmoins suffisamment significatifs en valeur pour qu'ils soient inclus dans leur plan de transition climat, donc en premier lieu dans leur empreinte carbone. D'autres ont préféré exclure leurs données relatives aux émissions financées de ce tableau et les présenter dans différentes sections du rapport. Là encore, nous n'avons pas de véritables données consolidées des émissions de gaz à effet de serre, puisque cette consolidation dans le tableau réglementaire est plus que partielle. Et j'imagine que ces divergences d'approche soulèvent un problème de comparabilité. Oui, absolument. Le manque d'harmonisation rend toute comparaison rigoureuse quasiment impossible. Notre étude montre justement que 25% des banques ont exclu les émissions financées du tableau réglementaire. Or, ces émissions financées représentent plus de 95% de l'empreinte carbone totale d'une banque. Cette fragmentation complique considérablement l'analyse pour les investisseurs, pour les régulateurs et même pour l'ensemble des parties prenantes. Mais au-delà de ce point, il y a également la problématique du calcul extrêmement complexe des émissions financées, reposant sur de nombreuses hypothèses et des données souvent parcellaires, provenant de clients et de contreparties. Certaines banques ont ainsi limité les émissions financées sur les scopes 1 et 2 de leurs contreparties, quand d'autres les ont estimées sur les 3 scopes. Bien sûr, la fiabilité des données est supérieure sur les émissions des scopes 1 et 2 de leurs clients, mais malheureusement, ces scopes sont également les moins émissifs. En cette première année d'application, notre capacité à comparer les performances des banques sur leur empreinte GES est donc, on le voit bien, plus que très limitée. Au fil du temps, on peut espérer que les choses s'améliorent à cet égard. Dans l'étude, vous évoquez des limitations méthodologiques concernant le calcul des émissions financées. Pourriez-vous nous les préciser? Oui, nous avons identifié 2 limitations majeures. D'abord, la définition du périmètre. Toutes les banques n'intègrent pas les mêmes catégories d'exposition dans leurs calculs. Ça, c'était le premier point. Ensuite, on a la prise en considération des scopes. C'est le point que nous venons d'évoquer avec la non-comptabilisation du scope 3, notamment pour certains secteurs comme les dettes souveraines ou les crédits immobiliers. Le référentiel technique dominant est le PICAF. C'est donc l'acronyme utilisé pour dire Partnership for Carbon Accounting Financials. Il est très structurant et tient compte des difficultés que peuvent rencontrer les banques à disposer de l'information pour estimer les émissions financées. À cet égard, il propose 2 choses. La première, une mise en œuvre progressive du calcul des émissions financées Scope 3 de certaines classes d'actifs. Mais toutes les banques ne précisent malheureusement pas explicitement si elles recourent ou non à cette flexibilité. Le deuxième point est l'apport d'une méthodologie de calcul d'un indice de qualité allant de 1 à 5, donc 1 pour les données fiables, à 5 pour les estimations génériques. Et dans notre panel, très peu d'établissements français communiquent clairement sur la qualité des données utilisées. Vous évoquez les classes d'actifs, mais est-ce que les banques ventilent également leurs émissions financées par métier? Très rarement. Seulement 30% des établissements décomposent leurs émissions financées par activité. Banque de détail, banque d'investissement, assurance, gestion d'actifs. Cette absence de granularité complique l'évaluation des performances sectorielles. De même, peu de banques précisent explicitement quelles contreparties sont comprises dans leur périmètre de calcul ou dans quel cas les émissions indirectes n'ont pas été prises en compte pour des raisons méthodologiques. Et face à ces constats, Isabelle, quelles pistes d'amélioration préconisez-vous pour l'avenir? À l'avenir, la lisibilité et l'utilité des données carbone sera renforcée dès lors que les banques auront 1. Systématisé la décomposition des émissions par ligne de métier,
2. Détailler la contribution de chaque scope. 3. Expliciter les types de contreparties incluses ou exclues. Et 4. Quand elles auront enfin communiqué sur la qualité des données selon les recommandations PICAF. Ces mesures permettraient non seulement d'améliorer la transparence externe, mais je dirais presque surtout d'enrichir le pilotage stratégique interne des établissements. Des recommandations qui seront fort utiles aux établissements. Sylvie Miette, l'étude aborde également les plans de transition climatique en précisant qu'ils sont en construction, avec des degrés de maturité variables. Oui, notre analyse révèle une situation contrastée. Pour leurs opérations propres, donc pour les émissions liées au fonctionnement de la banque, 60% des banques ont formalisé un plan de transition, mais seuls 25% d'entre elles expriment leurs objectifs en valeur absolue, les autres privilégiant l'intensité carbone. Le référentiel dominant est l'initiative Science Based Target, SBTI, et l'approche la plus courante pour le scope 2 est la méthode Market Based, qui prend en compte les choix spécifiques d'approvisionnement énergétique. Concernant les émissions financées, 90% des établissements de notre panel ont rejoint la Net Zero Banking Alliance NZBA et 80% ont publié des engagements de réduction quantifiés, souvent avec des cibles en intensité définies par secteur d'activité. Toutefois, ces engagements sont rarement rapportés à des portefeuilles d'actifs précisément délimités, ce qui empêche d'évaluer leur portée réelle avec les objectifs de l'accord de Paris. Alors, il est peut-être utile d'illustrer ces disparités avec un exemple. Oui, prenons l'exemple du secteur automobile, particulièrement représentatif des défis méthodologiques auxquels les banques sont confrontées. 70% des banques se sont engagées à réduire leurs émissions dans ce secteur, mais exclusivement en intensité, jamais en valeur absolue. Plus marquant encore, 71% des engagements de réduction d'émissions portent sur le seul scope 3, à savoir les émissions liées à l'utilisation des véhicules. Cela signifie que l'amélioration ou la détérioration des performances dépendra fortement des variations d'hypothèses adoptées par les constructeurs pour mesurer ce scope 3 qui reste perfectible. Cette étude met également en évidence que 29% des banques ont choisi de communiquer différemment en incluant les scopes 1 et 2 dans leur plan de transition. On comprend mieux pourquoi vous insistez sur la nécessité de renforcer la méthodologie et la comparabilité des données dans ce domaine. Poursuivons avec vous, Sylvie, si vous le voulez bien, car votre étude, très complète, n'aborde pas que les aspects environnementaux. Qu'avez-vous observé concernant les thématiques sociales et de gouvernance ? 2 normes sociales sont jugées significatives par presque toutes les banques. La norme S1 sur les effectifs propres et la norme S4 sur les consommateurs finaux. Pour la première, les impacts, risques et opportunités publiés sont majoritairement orientés vers les opportunités. Développement des compétences, fidélisation des talents, amélioration de la qualité de vie au travail. Pour la norme S4, relative aux consommateurs finaux, l'approche est plus équilibrée entre risques, notamment réputationnels et juridiques, et opportunités commerciales. Les banques ont considéré comme significatives plusieurs thématiques spécifiques, comme la cybersécurité, l'accessibilité des produits, ou encore l'intégration des critères ESG dans leurs offres. Ces éléments deviennent progressivement des facteurs de différenciation concurrentielle. Concernant la norme S2 sur la chaîne de valeur, les banques adoptent une posture plus prudente, évoquant davantage les impacts positifs que les risques potentiels. Cette asymétrie révèle une prise en compte encore partielle des enjeux liés aux fournisseurs et aux prestataires. Et du côté de la gouvernance, Marie-Christine, quelles sont vos observations ? Eh bien, c'est sans surprise, on a observé que la norme G1 sur la conduite des affaires était unanimement considérée comme significative par les banques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que les déclinaisons thématiques font, elles, apparaître une certaine disparité. Alors, si la corruption est jugée significative par 90% des établissements, en revanche, les achats responsables, par exemple, sont considérés comme significatifs pour 40% du panel, et puis le lobbying pour seulement 25%. Cette section inclut également d'autres dimensions comme la cybersécurité, la lutte contre le blanchiment, la fiscalité responsable ou encore l'engagement actionnarial. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette diversité ? Eh bien, à notre avis, elle témoigne d'une volonté d'exhaustivité sur les enjeux de gouvernance. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'interprétation reste hétérogène selon les cultures d'entreprise et puis aussi les doctrines nationales, avec des différences marquées entre les approches des banques d'Europe du Nord et puis celles du Sud. Nous arrivons presque au terme de cet entretien. Quelles sont, selon chacune d'entre vous, les bonnes pratiques à retenir et les axes d'amélioration pour les prochaines publications CSRD ? Parmi les bonnes pratiques, nous saluons les efforts de transparence de quelques banques sur les procédures de contrôle interne. Certaines banques documentent déjà leurs dispositifs de second niveau et explicitent leurs critères d'évaluation. Mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine et des efforts seront
à mener dans les prochaines années pour renforcer le dispositif de contrôle interne. C'est un enjeu crucial qui renforcera la crédibilité de l'état de durabilité auprès des parties prenantes. Donc, du chemin reste à parcourir. Isabelle, Marie-Christine, quels sont les autres aspects à améliorer selon vous ? Pour cela, je vous invite à consulter notre étude sur kpmg.fr. Toutefois, ici, je souhaite souligner un axe d'amélioration majeur qui concerne la façon dont les établissements présentent la synthèse des estimations et des limitations méthodologiques. Actuellement, on voit que ces informations sont disséminées dans le corps du document, alors qu'un tableau récapitulatif en introduction faciliterait considérablement la lecture et l'analyse pour l'ensemble des lecteurs de cet état de durabilité. Voilà, et de mon côté, je voudrais attirer l'attention sur un point qui est pour nous un enjeu majeur pour les prochaines années, c'est la comparabilité temporelle. Alors naturellement, pour cette première année de mise en œuvre, il est tout à fait compréhensible que peu de groupes aient présenté des données pro forma ou encore détaillé des évolutions de périmètre d'une année sur l'autre. Mais à l'avenir, cette transparence sera pour nous essentielle pour évaluer les trajectoires réelles de transformation et pour distinguer ce qui relève d'un véritable progrès et de ce qui découle simplement d'un changement méthodologique, d'un changement de business model, d'un changement de développement commercial ou encore d'une modification d'organisation. En conclusion, si vous deviez résumer en quelques mots les enseignements de cette première application de la CSRD dans le secteur bancaire, que diriez-vous, Sylvie ? Je dirais que nous assistons à une véritable montée en puissance de la gouvernance ESG au plus haut niveau des organisations. La CSRD pousse vers une transformation profonde. Néanmoins, il reste encore du chemin à parcourir pour faire du reporting extra-financier non plus une simple obligation réglementaire, mais un véritable outil stratégique qui mobilise l'ensemble des fonctions et des lignes métiers. Et vous, Isabelle ? Pour ma part, je soulignerais un vrai paradoxe. La transparence ESG s'améliore considérablement, mais la complexité de l'information communiquée s'accroît tout autant. L'enjeu des prochaines années sera de concilier rigueur et intelligibilité pour toutes les parties prenantes, y compris les non-spécialistes. Les commissaires aux comptes et les conseils vont accompagner les banques pour relever ce véritable défi. Et de votre côté, Marie-Christine ? Eh bien, écoutez, pour conclure, je dirais, comme l'a déjà souligné Sylvie, que cette première vague de rapports CSRD constitue un point de départ et non un aboutissement. Donc, les méthodologies, la qualité des données et la comparabilité vont progressivement se renforcer, ce qui va permettre une évaluation toujours plus pertinente et plus fine de la performance durable des établissements financiers. Donc, en conclusion, nous sommes au début d'un long processus d'apprentissage collectif qui devrait transformer en profondeur le pilotage stratégique du secteur et même de l'ensemble de l'économie. Alors, nous vous réinviterons l'année prochaine pour mesurer les progrès accomplis. Un grand merci à toutes les trois pour ce décryptage précieux qui nous aide à mieux comprendre les messages clés portés par votre étude. Une étude que les auditeurs peuvent retrouver dès à présent sur kpmg.fr et qui fera l'objet d'un webinar le 11 juin prochain à 10h et auquel je vous invite bien entendu à vous inscrire sur la page kpmg.fr. Clôturons cette émission avec les principales publications KPMG parues depuis notre dernière édition. L'étude trimestrielle sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 mars 2025, le traditionnel ActuBank du mois d'avril, le dernier numéro semestriel de réflexion réglementaire et bien sûr notre étude Pulse of Banking sur les premiers états de durabilité que nos trois invités viennent de présenter et qui fera l'objet d'un webinar le 11 juin prochain. Toutes ces publications ont été adressées à tous nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Un grand merci à nos experts qui se sont exprimés aujourd'hui à notre micro et un grand merci également à nos auditeurs pour leur attention et leur fidélité. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Très bonne journée à toutes et à tous. KPMG Fréquence Banque.